pour avoir des bases théoriques de plus en plus fortes. Je voudrais parler un peu d'épistémologie, de l'histoire de la philo. Les fondements philosophiques, sinon il faut savoir défendre des positions avec des arguments un peu solides. Le problème est la nouvelle épistémologie, la façon de voir qu'on est conditionné par le futur, dont j'ai beaucoup parlé. Si on revoit ça dans l'histoire de la philo, on pourra mieux s'y retrouver. Alors dans le séminaire de chamanisme, spiritualité, etc., j'avais quand même indiqué qu'au départ, on subit les forces. Il y a l'éclair, il y a la pluie, il y a les tsunamis, je ne sais pas quoi. Mais que 6e siècle avant Jésus-Christ, on commence à repenser les choses de manière plus précise. Et les premières idées, avec Parménide, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, peu importe, c'est de dire, mais les choses sont. Ce qui veut dire qu'auparavant, la parole était utilisée pour quoi? C'était certainement pas pour dire la vérité. C'était, si on doit poursuivre le mammouth, se coordonner et de pouvoir arriver à pouvoir tuer le mammouth. Donc c'était au niveau du faire. On explique à l'autre ce qu'on demande qu'il fasse. Et réciproquement, j'écoute ce qu'il a envie que je fasse. Donc c'est toujours le niveau du faire. À un certain moment, les Grecs ont trouvé quelque chose, ils ont dit tiens, ils ont inventé la vérité. La vérité, c'est quand il y a une adéquation entre la parole et la chose perçue, observée. Adéquation. Par exemple, il y a un arbre, je dis arbre, et en fait il y a un arbre, non. Bien, j'ai un arbre petit, il y a entre ce que je perçois et ce que je dis adéquation. C'est la définition de la vérité. Maintenant, après tout ce qu'on a dit, mais j'arrive à sentir les choses, à me représenter, rendre présent quelque chose de l'extérieur en moi, c'est la sensation. Puis la perception, qui est une représentation de la sensation. On a vu ça. Puis l'image, une représentation de la perception, qui est une représentation de la sensation, qui est une représentation du réel. Et puis je vais communiquer l'image, donc faire en sorte que l'autre se représente l'image, qui est, etc., etc. Donc, en fait, quand on parle, quand on communique, on renvoie à des choses qui ont été considérablement, à travers toute la cascade de représentations, épurées, modifiées, etc. Il n'y a pas nécessairement une adéquation entre ce que je communique et ce qui est. Pourtant, les Grecs ont dit, il y a adéquation, c'est ça la vérité. Si on remet ça dans le contexte actuel, chacun, à travers sa cascade de représentation, a sa vérité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vérité en soi, mais chacun a, c'est sa vérité. Quand on dit, à un certain moment, il faut partir de la vérité du sujet, un petit peu à la Lacan, c'est ce que lui ressent. Ça n'a pas nécessairement à voir avec ce que je ressens. Tantôt, quand on rentre dans son monde, on rentre dans sa vérité, mais pas dans la vérité des autres. Ça? Donc, avec ce concept de vérité, les Grecs arrivent à dire, mais les choses, il y a adéquation entre ce que je dis et ce que je perçois, donc les choses sont. On a un fondement unique. Mais ils vont même jusqu'à dire, ça peut être les choses sont, mais, ou bien tout change pas de terrain. L'eau coule. L'eau, oui,
mais elle coule tout le temps. Elle n'est jamais la même. Le ruisseau est là, mais c'est toujours l'eau qui coule. Je ne rencontre jamais la même eau. Donc ils sont, au départ, dans une affirmation de la réalité, de la vérité, qui perçoivent comme l'adéquation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils perçoivent. Deuxième niveau, c'est d'Aristote. Il dira, mais oui, il y a l'eau, et puis elle coule. Enfin, séparons les deux notions. Il y a l'eau, ça, c'est l'objet, donc la substance, et puis elle bouge, elle est animée. Donc il parle substance et animation, âme. C'est voir le monde en deux. Bien vite arrive quand même la notion, mais qu'est-ce qui garantit qu'il y ait une adéquation entre un arbre et par exemple le fruit qu'il donne? Pourquoi est-ce qu'un pommier ne donnerait pas des poires? Un poirier des pommes, je ne sais pas tout quoi. Qu'est-ce qui garantit qu'il y ait une adéquation entre, par exemple, ce que l'on fait et le fruit? Alors on doit bien inventer un troisième pôle. Et c'est l'influence juive là, etc. On dira c'est Dieu qui garantit l'adéquation entre l'arbre et le fruit qu'il donne, entre une personne et ce qu'il fait, etc. C'est une manière de penser qui va être traduite en loi. Et on arrive très rapidement aux lois physiques. On pense que tout est garanti par des lois universelles. C'est voir les fondements en trois. Oui, après on arrive à dire, oui mais ce qui garantit, oui, c'est la loi, mais c'est la cause. Et on part dans quelle est la cause des hommes, donc quelle est toute la recherche sur des origines. Quelle est la cause des atomes? C'est le Big Bang. Quelle est la cause de ceci? De tel phénomène sociologique, c'est ceci. Donc on est parti vers une recherche de la cause, sachant que de tout temps, pourtant, on a dit, il y a un but. Seulement, quand on dit, tiens, pourquoi est-ce que les oiseaux ont des ailes? Pour voler. Oui, c'est vrai. Mais ça ne donne aucune explication en profondeur. Bien de dire, oui, là, il pleut, c'est que le temps est à la pluie. Enfin, c'était la palissade. Donc, au niveau scientifique, il a fallu se défier absolument du finalisme. Finalisme qu'on explique les choses par leur but. C'est vrai, quand on est simpliste. Et donc toute la science est basée sur le refus du finalisme et de la recherche des causes. La science s'est bien rendu compte que si on disait il y a des ailes pour voler, que ça n'apporte rien de plus, que c'est une tautologie, que c'est parler pour ne rien dire. Donc, un grand principe qui s'est dégagé en science, ne jamais s'occuper de la fin du finalisme, mais s'occuper, alors ils ont dit, des causes. D'où ça vient? Alors, quand on parle d'où ça vient, on est dans le quatrième fondement. C'est pas seulement que les choses sont, c'est pas seulement qu'elles sont et qu'elles sont animées, c'est pas seulement qu'il y a une loi, mais c'est une recherche des causes. Et donc, il y a toute la pensée scientifique qui a dû, avec raison, se méfier du finalisme, c'est-à-dire de poser des problèmes en termes de finalité, parce que ça bloquait la recherche qui était ultra profitable quand il s'agit de rechercher des causes.
Et donc on a trouvé les causes, tiens, l'origine de l'homme, l'origine des atomes, l'origine des lois, l'origine... On est tout le temps en train de penser en termes d'origine, ce qui a enrichi considérablement la science. Et donc au niveau psychisme, conception de la psychologie, on en est resté longtemps là. C'est donc les causes, le conditionnement. C'est ce qui s'est passé dans l'enfance qui explique le présent. On va rechercher dans l'enfance les causes. On va rechercher toujours les causes de tout. Pourtant, depuis 20 ans, au niveau neuro, on voit qu'il y a des découvertes exceptionnelles que j'ai déjà dites. On est capable, non pas seulement d'être conditionné par le passé, mais en imaginant un futur et comment y accéder, de pouvoir suivre cette image du futur et donc être déterminé par le futur. C'est le 5e niveau du point de vue développement épistémologique. On est en train d'opérer un énorme changement au niveau de la conception des choses. On n'est plus, de moins en moins, à rester dans la recherche de l'origine, mais de montrer que le futur, l'imagination du futur, a aussi des conséquences dans la vie de tous les jours. Donc on est au niveau 5. Alors, il ne faut pas, quand on rencontre des gens, dire le niveau 4, c'est des sottises, non. Niveau 2 non plus, niveau 3 non plus. Si on comprend que les choses se sont passées comme ça, et que c'est comme ça que le monde évolue, eh bien, on est dans une nouvelle vision des choses, simplement. Ce qui ne méprise pas et ne rejette pas les choses qui ont été pensées avant. Sinon, vous allez entrer en conflit inutilement. Ils vont toujours vous dire, mais le finalisme ne vaut rien, etc. Mais oui, ici, c'est pas du finalisme. C'est de voir que l'on peut construire son futur. Que c'est basé sur des fonctions neurologiques précises qui sont les fonctions du frontal. Est-ce que je m'explique bien? Alors, en ce qui nous concerne, bien sûr, à un certain moment, on verra, c'est dans les feuilles, la recherche du passé, non? Qu'il y ait une certaine explication qui permet de comprendre. Mais pour pouvoir dépasser, parce que si je pense au niveau que je suis conditionné dans le passé, je reste à un niveau plus ou moins infantile. Le niveau adulte, c'est d'être responsable de ses choix. Et si j'achète, je ne sais pas, une maison, eh bien, évidemment, je dois veiller à est-ce qu'il n'y a pas de vice caché, est-ce que, point de vue financier, tout marche, etc. Si je le fais le plus consciemment, le plus clairement, le plus complètement, je peux décider des cadres, c'est quelque chose qui tombe. Si je regrette ma décision, il y a quelque chose qui ne va pas. Si j'ai bien fait tout ce qu'il fallait, et qu'il y a quand même un vice dans la maison, eh bien tant pis, j'ai fait mon possible. Je ne vais pas me pourrir la vie en regrettant. Sinon je deviens. Ça ne va pas de ne pas savoir décider ou de tout le temps hésiter. Ça veut dire que je n'assume pas mes responsabilités. Si j'ai décidé, vraiment en connaissance de cause, j'ai décidé. Et quoi qu'il arrive, j'en accepte les conséquences. Ça, c'est l'état adulte. Ça va, ça? La difficulté que l'on verra, c'est qu'il est très difficile pour certains, c'est pas pour tous, de passer de l'état enfantile où on est protégé. Je fais des gaffes, mais papa, maman vont tout de même intervenir.
ou bien je peux rêver n'importe quoi, et je peux rester dans mes rêves, etc. Donc la difficulté de sortir de l'enfance, point de vue thérapeutique, c'est-à-dire de rentrer dans une vision où, en connaissance de cause, j'assume ce qui adviendra dans l'avenir. Et donc les thérapies fondées sur l'avenir sont d'un autre ordre que celles où on va déconditionner le passé. Mais ça ne nie pas qu'il y ait une recherche du passé pour se l'expliquer et pour le dépasser.